L'exercice en est à son 9e numéro et désormais, ça prend un nouveau nom de baptême, le grand débat. Aujourd'hui, un sujet sera au cœur de nos discussions. Il s'agit du remaniement ministériel qui s'annonce avec le départ du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le professeur Joseph Diogbenou. L'homme s'en va du gouvernement pour siéger dès mercredi en tant que sage à la Cour constitutionnelle, à l'heure où Joseph Diogbenou tourne dos à l'exécutif pour enfiler une toge d'arbitre. Nous proposons de revenir sur son parcours au sein du gouvernement de Patrice Talon. Quelle empreinte a-t-il laissé? Que retenir de son action? La question se pose dans cette émission de ce soir avec pour débatteurs deux invités, à Paul Emerico Adjovi. Bonsoir. Bonsoir Odilon, bonsoir Béninois et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Vous êtes journaliste mais aussi juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation, cher doyen. C'est un plaisir pour moi. Alors, en face de vous, Franck Béanzin, bonsoir. Bonsoir cher ami Odilon, bonsoir aux téléspectateurs, à tous les Béninois qui nous suivent. Vous êtes doctorant en droit public, chercheur au Centre de droit constitutionnel. Voilà, et pour planter le décor de cette émission, je vous propose qu'on revienne sur le parcours de celui qui aura connu en un laps de temps l'une des ascensions fulgurantes de l'histoire politique de notre pays, de la société civile à la Cour constitutionnelle en passant par le Parlement et le gouvernement. Un zoom sur Joseph Diogbenou, la biographie de l'homme, c'est une production de Peko Mamer à la Dayer. Il a fière allure et son élégance rythme avec la verve de son éloquence et de son raisonnement accrochant. Joseph Fifame Diogbenou, c'est son nom. Né le 20 mars 1969 à Abomey, le jeune Béninois a tracé et continue de tracer les lignes remarquables que retiennent la vie associative, académique et professionnelle de son pays. C'est le fruit d'une personnalité et d'une compétence qui ont été forgées sur un parcours académique élogieux. En 2009, Joseph Diogbenou obtint une agrégation de droit privé et de sciences criminelles au CAMES, major de sa promotion, après la soutenance 2 ans plus tôt d'une thèse de doctorat en droit privé qui concluait son 3e cycle de droit, entamé par un diplôme d'études approfondies en droit de la personne humaine et de la démocratie. Brillant étudiant, il a été également major de sa promotion au certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998, juste après l'obtention de sa maîtrise en droit à l'université d'Abomey-Calavi, une université à laquelle il apportera également beaucoup à travers l'enseignement depuis 2010 en tant que professeur à la faculté de droit et des sciences politiques. Joseph Diogbenou est aussi l'un des plus célèbres avocats du barreau du Bénin où il a été inscrit au tableau en l'an 2000. On le reconnaît surtout dans l'affaire Amani Tidjani et celle tentative d'empoisonnement et coup d'État contre le président Yahi Boni, dans laquelle il a défendu l'homme d'affaires béninois Patrice Talon, qui est devenu président de la République à la faveur du 2e tour de la présidentielle de 2016. Joseph Diogbenou a été appelé au gouvernement le 7 avril 2016 comme ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, une fonction politique qu'il va quitter pour la 6e législature de la Cour constitutionnelle qui sera installée le 6 juin 2018. C'est le couronnement d'une vie associative et politique très riche. De 2002 à 2005, puis ensuite à partir de 2008, Joseph Diogbenou a été président de l'ONG Droits de l'Homme, Paix et Développement. De 2006 à 2007, il fut membre du Front des organisations de la société civile pour le contrôle citoyen de l'action publique Force Cap. Il a également contribué à la mise en place de la direction du réseau Front des organisations de la société civile pour l'établissement de la liste électorale permanente informatisée Force LEPI. Autant d'actions qui ont fait de lui une personnalité de premier plan de la société civile béninoise, d'où il quittera pour le monde politique. Membre et président d'honneur du parti politique Alternative Citoyenne, il a été candidat aux dernières législatives et a été élu député de la 7e législature de l'Assemblée nationale. L'honorable député Joseph Diogbenou a été fait président de la commission des lois avant d'être appelé au premier gouvernement du président Patrice Talon. Désormais à la Cour constitutionnelle du Bénin, le jeune sage de 49 ans ouvre une nouvelle page de sa vie. Voilà, déjà, commençons par ce parcours de l'homme. Il a gravi tous les échelons en quelques années avec des rôles majeurs, concours de circonstances, chance ou bien quoi? À quoi doit-il son succès, Emerico Adjovi?
D'abord, merci de m'avoir invité à votre émission, à votre plateau. Ce que je puis dire, c'est que par rapport à Joseph, je me dis que c'est son destin. Et le destin d'un homme, personne ne peut rien contre. C'est ce que Dieu lui a tracé. Donc, je crois que Joseph est en train de suivre son destin et je lui dis bravo. Joseph, c'est à la fois un ami, c'est à la fois un frère à moi parce que Joseph a évolué tout son parcours académique qu'il a fait avec mon grand frère. Donc, Joseph, c'est pratiquement un grand frère à moi. C'est vrai que lui et moi, bon, on a seulement quelques mois de différence. Donc, quand je vois Joseph, c'est avec une grande fierté que je vois tout ce qu'il a eu comme parcours dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un que j'ai connu également dans la sphère de la société civile. J'en suis également un membre et que nous avons fait les combats ensemble. Aujourd'hui, je le vois sur le champ politique, je l'observe et puis tout ce que je vois qui lui arrive dans sa vie, je reçois tout ça comme si c'était moi à travers mon frère donc qui vit donc cette vie professionnelle et je lui dis une fois encore bravo et je lui souhaite tout le meilleur pour tout le chemin qu'il lui reste encore à faire au niveau de la Cour constitutionnelle et puis pourquoi pas après la Cour constitutionnelle. Un destin, un fait du destin. Je dirais aussi que c'est un fait du destin, mais il faut dire que l'homme y a travaillé. Et quand on le voit, quand on voit son parcours depuis l'université, on voit que c'est un brillant monsieur et qu'il ne s'est pas cantonné seulement à ce qu'il recevait au niveau de la faculté. Il a commencé le militantisme déjà dès l'université et on pourrait voir que c'est cela qui l'a amené à être très actif dans la société civile après, ce qui lui a permis de faire et de gagner des luttes, et c'est ça, puisque ayant collaboré, ayant travaillé avec l'homme pendant un moment, ayant été influencé par le talent de ce monsieur, l'intellect de ce monsieur une fois à l'université, à la faculté de droit, nous l'avons suivi et nous le suivons de jour en jour. Et donc, c'est ce parcours brillant qu'il a eu à l'université qu'il a amené dans la société civile. Et dans la société civile, il estime que, bon, à un moment donné, vous criez, vous demandez, mais il faut également aller à l'action pour que vos vœux, pour que vos visions, parce que quand on n'a pas une vision, on ne va pas à la politique. Et l'homme ayant une vision et militant pour cela dans la société civile, il trouve que une fois dans la société politique, il pourra faire passer ses visions et ce qu'il pense de la gestion d'une cité. Je trouve que c'est non seulement le destin, mais le travail. Et en cela, je dis que c'est un modèle pour nous jeunes et pour les jeunes béninois. Il vous a influencé, mais vous n'avez pas fait le droit privé pour le prendre comme directeur de thèse? Non, je n'ai pas fait le droit privé, j'ai mes raisons personnelles et je dis si jamais j'allais au barreau, attention. Vous irez sous lui. Ah. Alors, au ministère de la Justice, on l'a vu quand même sur plusieurs fronts. Le premier chantier sur lequel on l'a vu, c'est la révision de la Constitution. Une révision qui lui aura laissé quand même un goût amer parce que ça n'a pas marché. À ce niveau, est-ce que cela peut être considéré comme une tâche dans son bilan? Non, moi je ne voudrais pas qu'on utilise l'expression de tâche, mais il faut quand même avouer que sur son parcours, cette tâche qui lui a été confiée par le chef du gouvernement, il faut le dire, peut-être avec un pincement au cœur, que ça fait flop. Et ça fait flop parce que justement, moi j'avais vu venir, n'est-ce pas, ce flop-là, parce que, évidemment, le professeur Joseph Diop-Guénon, c'est à lui que, au sein du gouvernement, c'est lui qui a été, donc, j'ai dit, qu'on appelle la personne qui a porté la cheville ouvrière, n'est-ce pas, il était carrément le seul à parler. De ce projet de révision de la Constitution, donc, qui a été pratiquement la seule personne, le seul membre du gouvernement à porter ce projet. Et puis, vous vous rappelez cette célèbre phrase en 2017, quand il disait que nous étions en mars 2017, quand il disait le mois de la révision. C'est le mois de la révision. Alors que pendant ce temps-là, l'erreur fatale. Me semble-t-il qu'il faut avec le recul que c'était la phrase qui avait fait tout flopper. C'est ce que moi je peux dire par rapport à... Si je vous ai dit que c'est un homme que je suis, donc cette phrase, me semble-t-il, n'avait pas plu aux députés. Il y en a même parmi eux qui
Et en son temps, donc, on va dire que, mais comment, moi, de révision, alors que c'est nous qui allons, qu'on appelle voter cette révision, là, ce projet de révision, et que lui, ministre, tout ce qu'il y a, donc, moi, donc, ça n'a pas plu aux gens. Et puis, vous savez, par rapport à notre sociologie au Bénin, quand on dit chez nous, vous me permettez l'expression, donc, il me semble que c'est ce qui s'est passé. Faut-il y voir une sorte d'excès de zèle? Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je vais dire que c'est excès de zèle? Moi, j'ai trouvé peut-être que Joseph s'est laissé emporter par ce projet qui, n'oublions pas, a été donc le point capital du projet de société du candidat Patrice Talon d'alors, qui avait dit: je vais faire de la révision pour que le chef d'État béninois n'ait que désormais un seul mandat, et puis d'autres également par rapport qu'on appelle aux réformes au niveau des institutions. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que Joseph Diogbenou, quel a été son rôle aux côtés du candidat Patrice Talon, jusqu'à ce que celui-ci soit devenu donc président. Et donc, le fait qu'il ait appelé à ses côtés, alors que Joseph était à l'époque président de la commission des lois au Parlement, donc beaucoup n'attendaient pas voir Joseph à côté de lui, mais être plus qu'on appelle positif, vous allez donc plus apte à apporter un concours au chef de l'État, parce que c'est quoi, quand vous êtes un président de la République, vous êtes au pouvoir, vous avez besoin d'accompagnement du Parlement par rapport à vos différentes vos différents projets de loi ou bien vos actions que vous envoyez au Parlement, dont vous avez besoin donc de quitus pour aller de l'avant. Donc moi, j'avoue que moi personnellement, quand le président Talon était arrivé, je m'attendais à ce que Joseph reste au Parlement, donc pour être actif aux côtés. Mais il se fait que le président a besoin de lui à ses côtés, il l'a appelé, il est allé. Donc Joseph, par rapport, pour revenir à votre question, est-ce que ça a été une tâche noire? Moi, je ne voudrais pas qu'on utilise l'expression, mais il faut quand même reconnaître que... n'oublions pas aussi que, juste au lendemain de ce flop de la révision, du projet de révision constitutionnelle, Joseph a été donc, qu'on appelle à un meeting politique, je me rappelle bien, c'était au CIC, où il a sorti l'expression: si les gens veulent faire de la politique avec la rage, nous la ferons avec la rage. Si vous voulez le faire avec la ruse. Et depuis lors, c'est devenu pratiquement la chanson un de refrain. Donc, des profondeurs du régime. Donc, Joseph, je me dis qu'une fois encore, il est en train de suivre sa courbe de destinée. C'est évident que la vie est faite de haut et de bas. Il en a connu de haut et de bas. Et puis, comme ça, moi, je prends la chose. Voilà. La révision constitutionnelle, vous qui êtes constitutionnaliste, je vous sais très défenseur de cette révision. Je vous ai lu plusieurs fois sur cette question. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Il faut d'abord dire que la Constitution pour le Béninois est devenue un mythe. Et le Béninois ne veut pas qu'on touche à ce test. Je le sens, ou c'est un pressentiment. Parce que pendant près de 25 ans ou 27 ans, cette Constitution nous a donné une stabilité donnée. Mais ce n'est pas parce qu'on a une stabilité qu'on ne va pas envisager le progrès. Le développement ou la paix ne nous empêche pas. Le projet de Constitution de 2017 était porteur de progrès, justement? Justement, on en viendrait là. C'est pour ça que je dis que la stabilité ne nous amène pas ou ne devrait pas nous amener à refuser d'aller au progrès. Alors, c'est dans cette dynamique que ce projet est né, a été conçu. Et il faut voir, c'est ça qui a permis, ou c'est sur ça, le candidat Patrice Talon a fait ses campagnes. Et donc, il y avait un problème, il y avait la nécessité des réformes. Mais pour réviser le test constitutionnel, le constituant de 90 a déjà posé des verrous. Et vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée pendant ce temps. Est-ce que le test était porteur de progrès? Comment pensez-vous qu'à la date actuelle, que des gouvernants, que l'élite, quelqu'un, quand vous lisez son parcours depuis l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'à passer le CAPA, jusqu'à passer l'agrégation, quelqu'un qui a ce parcours, comment pourrait-on imaginer qu'un jour, il va proposer un test médiocre pour son État? Je ne pense pas. D'autres avaient le même parcours,
Et un homme proposé, il avait combattu. Non, le problème, d'autres avaient le même parcours, mais parcours presque similaire. Ils n'avaient pas le même parcours. Sinon, je te dis, sors-moi une seule personne qui a ce parcours, tu auras de difficultés. Je suis sûr que tu n'en trouveras pas avant qu'on ne quitte, qu'on ne termine ce... Mais ce n'est pas le parcours ou l'agrégation qui définit. Ce n'est pas seulement le parcours de l'agrégation, mais si c'était seulement l'agrégation, on va dire, bon, c'est un hasard. Mais ce n'est pas à l'agrégation que l'homme a commencé par briller. C'est depuis. Donc, il y a une constance dans la brillance. Si je dois m'exprimer ainsi. Alors, le test constitutionnel. Un test, c'est vrai, il peut y avoir des coquilles. Il peut y avoir des coquilles. Mais ce n'est pas parce que le test a quelques coquilles qu'il faut jeter le test. Et ce qu'on refusait dans le temps, quand on parlait de la surpuissance du chef de l'État, quand il parlait de la surpuissance du chef de l'État, quand il parlait du système judiciaire à réformer et tout, est-ce que, après le rejet du test, on n'a pas vécu ces situations? Alors, chaque Béninois... Est-ce qu'on l'a vécu sciemment? Non, pas sciemment, parce que les dispositions, le pouvoir que vous avez, c'est un test qui encadre le pouvoir. C'est un test qui vous donne, qui vous dit ce que vous avez à faire. Mais si vous avez ces dispositions, vous devez pouvoir les mettre en œuvre. Alors, pendant qu'on n'a pas changé la règle en vigueur va être appliquée. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas sciemment. Et donc, je ne dis pas non plus que l'équipe en place a cherché à faire, à dépouiller le test. Non, il a appliqué le test et nous en sommes là. Et là, est-ce qu'on a régressé? Je dirais non. Je dirais non, il y a eu du progrès. Et vous voyez que sur le terrain, il y a des actions qui se mènent avec audace, ce que les gens n'ont pas réussi à faire pendant des décennies. Moi, je trouve que c'est de l'audace. Est-ce que ce n'est que maintenant que tout se fait? Non, dit que c'est maintenant que tout se fait, c'est prétentieux. Nous allons rester dans la norme, dans la mesure des choses. Mais même si tout ne se fait pas maintenant, une bonne partie ou la majorité se fait maintenant. Alors, on va avancer et laisser la Constitution, mais rester quand même un peu collé à la Constitution pour parler quand même de cette décision de la Cour constitutionnelle, qu'il y en a eu beaucoup qui ont déclaré inconstitutionnelles, que ce soit des lois ou que ce soit des décisions, des règlements. Est-ce que cela aussi, il y a eu beaucoup de langues qui ont porté cette responsabilité justement à Joseph Diogbenou? Écoutez, vous savez, par rapport aux décisions de la Cour, en ce qui concerne les projets de loi que l'actuel, enfin, je dis, le régime politique actuel, je vais parler notamment de l'exécutif, donc a introduit à travers ses députés donc, qui se réclament de son camp au Parlement. Mais pour moi, écoutez, c'est le jeu démocratique qui se joue. Nous avons une loi fondamentale qui a prévu donc des différentes institutions. Donc nous sommes dans la séparation donc des pouvoirs. Et donc il revient donc à l'exécutif de faire des projets et concurremment avec les députés également donc pour faire des propositions de loi. Ce que nous avons observé entre l'exécutif et donc le législatif. Et donc il revient donc au judiciaire. Donc la Cour constitutionnelle de dire ce que vous avez fait comme travail, ce n'est pas bon, reprenez, corrigez ici, puis il y a des instabilités ici. Donc pour moi, là, les choses se sont passées normalement là. Et il n'y a pas de débat où il n'y a pas de... C'est pas moi... Il n'y a pas de péril dans la demeure. Je pense que le jeu démocratique s'est joué normalement. Et donc, la Cour était là donc, pour dire non, reprenez. C'est ce qui s'est passé. Pour moi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de fil à tirer. Hein, sinon que, peut-être que, comme dit le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, vous n'avez pas à vous émouvoir d'une personne de mauvaise foi. Je ne dis pas que les gens sont de mauvaise foi. Oui, il y a d'une personne qui vous en veut. Si personne vous en veut, il vous en veut. Une fois pour de bon. Donc, vous n'avez pas à vous émouvoir pour ça. Donc, vous constatez. Et ça ne va pas vous empêcher de faire ce qui est votre devoir. Vous faites votre devoir. Il fait des critiques. C'est tout à fait normal. Parce que si vous êtes un être humain, vous posez des actes. Il n'y a pas des gens à côté qui critiquent. Ça vous dit que, mais écoutez, vous pouvez tomber dans le ravin. Parce qu'il faut que les gens qui sont là pour vous dire, mais attention, là, vous allez là, c'est mauvais. Parce que devant vous, il y a un trou. Donc, moi, je mets ça sous cette coupe-là. Comme quoi, c'est le jeu démocratique qui a été joué. Aussi simple que tout. La Cour qui a cassé quand même beaucoup de décisions, que ce soit, en tout cas, de ce régime depuis le début, est-ce que cela n'est pas, d'une manière ou d'une autre, porté, une responsabilité à porter par celui
qui est considéré comme l'éminence grise en matière juridique du régime et dont vous parlez tout à l'heure de sa brillance. La Cour a cassé des décisions, des lois du pouvoir en place. C'est normal, cela relève des prérogatives de la Cour. Autrement, c'est que nous accusons le constituant originaire qui a institué une Cour, sachant que dans le gouvernement, on pourrait avoir un ministère de la Justice. Alors, si le juge constitutionnel qui est là, qui a la Constitution en main, on lui envoie le test, il prend le test, il prend les outils qu'il a en main. Et je le disais dans la journée d'aujourd'hui, quand vous êtes quand vous êtes à l'exécutif, vous avez un autre regard. Quand vous êtes au contrôle, vous avez un autre regard. Parce que celui qui est à l'exécutif a un objectif précis à atteindre. Et parfois, il est pressé. Parfois, il est lent. Et il estime et il a des priorités qu'il veut atteindre. Voilà que pour gérer un État, pour atteindre des objectifs, on ne peut pas aller sans la loi. Et donc, dans cette dynamique, celui qui a le volant en main dit, bon, je fais ci, je fais ci. Et c'est celui qui est au contrôle de dire, attention, si tu vas dans ce sens, tu risques de faire crash ou Donc, chacune des institutions ont joué pleinement leur rôle et c'est cela qui témoigne la vitalité de notre démocratie. Si la Cour est restée pendant 25 ans sans contestation violente du peuple, c'est que la Cour est utile, pertinente. Et donc, moi, je salue l'exécutif pour avoir envoyé ces projets et je salue la Cour pour les avoir cassés, pour avoir joué son rôle. Voilà, merci. Je pense qu'on va écouter, on a interviewé quelques journalistes sur ce qu'ils retiennent du passage de Joseph Diogbenou au gouvernement. On va les écouter. Comme tout Béninois, nous l'avions vu à l'œuvre. D'abord, Diogbenou en tant que membre de la société civile, brillant avocat, brillant professeur à l'université. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, je pense que chaque Béninois a son idée de l'homme en ce qui concerne la gestion du pouvoir et comparativement à ce que l'homme a eu à dire dans un passé récent. J'ai vu le ministre Diogbenou, un ministre de conviction, quelqu'un qui est convaincu de l'action qu'il mène, quelqu'un qui est convaincu de l'engagement qu'il a auprès du président de la République, de la mission qu'il a à accomplir au sein du gouvernement et surtout quelqu'un qui est conscient des résultats à atteindre et qui a joué sans réserve, et qui a joué franc jeu avec Patrice Talon et les autres ministres. C'est un ministre qui a eu un comportement qui dénote de ce qu'il a eu comme parcours, un parcours militant, un parcours engagé, un parcours de conviction, un parcours de combattant. Un homme d'action, un homme qui n'hésite pas devant quoi que ce soit. Un homme qui, quand il a une opinion, il partage l'opinion, il fait ses déclarations. Un homme qui s'informe sur tous les sujets. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu dans la démarche de porte-parole du gouvernement, même si ce n'est écrit nulle part qu'il est porte-parole du gouvernement. Mais je pense qu'en tant que ministre en charge des relations avec les institutions, il est un peu dans cette démarche-là. Donc c'est quelqu'un qui s'informe surtout, qui opine surtout. Vous l'abordez avec n'importe quelle question, il vous donne sa réponse. Vous avez vu l'homme dans la société civile, dans un rôle. Il est arrivé au gouvernement. D'abord, il s'est engagé aux côtés d'un candidat. Il s'est battu comme un beau diable pour le porter au pouvoir. Ministre, il ne reculait devant rien et on lui a remis ce rôle de présentateur du contenu de relevé du Conseil des ministres à un moment donné où il y avait beaucoup de patates chaudes. Il y en avait même sur lesquelles lui-même il était mis en cause. Mais il a regardé
droit dans les yeux les journalistes pour leur parler, même si j'ai regretté parfois qu'on ne lui ait pas posé les questions qu'il faut. Mais il est garçon, il est garçon. Il est garçon, vous le pensez aussi? Est-ce que Joseph... on a loué son courage. Non, non, c'est vrai que Joseph, c'est une personne qui est déterminée quand il est convaincu d'une cause. Il l'a démontré dans la sphère de la société civile, également dans le milieu politique, ça se voit. Je crois que dire que Joseph qu'on appelle un garçon, comme on le dit à Abidjan, je crois qu'on n'aurait rien dit de nouveau. On l'a vu. On l'a vu à l'œuvre, on voit le monsieur à l'œuvre. Et je crois qu'au niveau de la Cour constitutionnelle également, je crois que le gars, le monsieur ne va pas changer donc, dans son comportement donc, de se porter devant donc, ses compatriotes. Puisque vous parlez de changement ou de revirement, on a entendu Fortuné Assogba qui a semblé quand même mettre un doigt sur ça. Et il a été quand même, pendant ces 2 ans, accusé d'avoir changé parfois de vision, de position sur certains sujets, notamment par exemple le retrait de droit de grève aux magistrats, par exemple. Je suis tellement d'accord avec ce que tout à l'heure disait toi, mon ami, M. Bianzin, que Joseph Dogbenon, j'allais dire, l'acteur de la société civile est différent de l'acteur de la société politique. Et il disait tantôt, il a bien illustré mais les convictions doivent-elles changer? Les convictions sont là. Les convictions de Dogbenon, de mon point de vue, n'ont pas changé. Mais comme il a tellement illustré en donnant l'exemple de celui qui a l'exécutif et celui qui est, qu'on appelle au contrôle. Joseph Dogbenon a été acteur de la société civile, donc il défendait donc la cause de tous les Béninois, si je peux ainsi l'appeler. Mais il est à l'exécutif. Et donc, il y a un objectif. Et il n'est pas le chef de l'exécutif. Il y a un chef. Donc, il lui donne un cahier de charge. Donc, des objectifs à atteindre. Donc, c'est tout à fait normal que l'on constate que Joseph Dogbenon à l'exécutif, encore que je dirais que ça dépend de la position ou du prisme à travers lequel celui qui donc critique cette action le voit. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je n'ai pas une position qu'on appelle, donc, je dirais, dogmatique vis-à-vis des actions de Dogbenon dans la société civile et dans la société politique. Je dis, c'est de bonne guerre. Les objectifs de l'acteur de la société civile ne sont pas les mêmes des objectifs de la politique. D'autant que il est dit on doit pouvoir donc séparer l'acteur politique de l'acteur de la société civile. On a tout dit en voulant dire qu'il faut donc séparer le politique donc je peux dire de la société civile, du civil, si on peut l'appeler. Ceux qui ont dit, ceux qui ont retenu ce concept savent bien que les deux ne sont pas les mêmes choses. Et donc, je crois que Joseph ne fait que confirmer ce que ceux qui ont eu cette conception à l'avance par rapport donc à qu'on appelle au civil et par rapport au politique. L'acteur civil a-t-il été différent de l'acteur politique? L'acteur civil défendait quelle conviction? Défendait quoi? Le mieux-être du citoyen. L'acteur politique, est-il allé contre le mieux-être du citoyen? Alors, quand je pars de ce postulat, je dirais que l'homme est resté ferme dans sa conviction. Parce que pour lui, quand il était à la société civile, c'était de travailler pour que le gouvernement offre les meilleures conditions de vie aux citoyens. Et donc, quand je quitte la société civile pour la société civile politique, je ne change pas de conviction par rapport au mieux-être des citoyens. Mais à partir de cet instant, nous n'avons pas les mêmes clés, nous n'avons pas les mêmes outils. Nous n'avons donc pas les mêmes techniques pour atteindre les objectifs. Dans la société civile, je fais la veille citoyenne et tout. Mais quand je viens à l'action politique... Là j'ai une question. Là, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce à dire que lorsque l'on est dans la société civile, l'on fait des critiques parfois qui ne sont pas toujours adaptées? Est-ce qu'on peut comprendre les gouvernants? Est-ce qu'on peut comprendre les gouvernants de mal comprendre la société civile? Non, je ne voudrais pas comprendre la chose sous cet angle. Hein? L'acteur civil et donc, ne fait que des plaidoyers. Et donc demander à l'exécutif, écoutez, il y a quelque chose ici qui ne va pas par rapport à qu'on appelle aux compatriotes, à corriger. Mais en tant qu'acteur politique, là, et surtout à l'exécutif, les outils ne sont pas les mêmes.
Ici, en tant qu'exécutif, il veut aller, il est dans l'action, donc il veut faire. Donc il n'y a que celui qui ne fait pas, qui ne se trompe pas. Est-ce que vous voyez? On dit, quand on est sur un terrain de jeu, là, le meilleur joueur, c'est celui qui est dans le gradin. Celui qui n'est pas dans le feu de l'action. Alors, donc je dis, si je prends le terrain, l'image du terrain, je dis dans la sphère de la société civile, c'est celui qui est sur les gradins, donc il fait des plaidoyers, donc il voit des choses qui ne sont pas pour dire corriger. Alors que celui qui est donc dans l'action, dans le joueur, aujourd'hui, Joseph était dans le gradin en tant qu'acteur de la société civile. Aujourd'hui, donc tu ne peux pas dire jusqu'à quelques heures, Joseph, donc il est donc le joueur sur le terrain, donc les outils ne sont pas les mêmes. Donc il va à l'action, donc il revient donc à celui qui est derrière pour dire, mais attention, là où tu es en train d'aller, c'est mauvais. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la chose de mon point de vue. Voilà. Par rapport à la question, je voudrais partir du droit de grève. Droit de grève dans le secteur de la santé. Droit de grève au niveau du ministère de la Justice. Je disais tout à l'heure que j'ai comme conviction le mieux-être du citoyen. Je viens aux affaires et je défendais l'accès à la justice des citoyens. Je viens aux affaires et les grèves deviennent intempestives dans le secteur de la justice. Au point où l'accès à la justice que je défendais pour mes citoyens, l'accès à la justice devient problématique. Si vous êtes gouvernant, elle n'était pas intempestive. La grève était bien intempestive. Le secteur de la santé, je vous donne des exemples clairs. Domaine de la santé, quand les agents de la santé vont en grève, sans service minimum. Sans service minimum, nous perdons des vies humaines. Absolument. Mais quand la question est réglée, on ne va pas ressusciter les morts. Tout à fait. Vous voyez? Donc, moi, je trouve que c'est même en tant que citoyen, quand j'ai prêté serment pour guérir, pour sauver des vies humaines, et que je décide d'aller en grève, et que des gens perdent leur vie comme ça, personnellement, ça doit m'interpeller. Sachant que quand, le jour où j'ai la satisfaction, je n'ai plus le pouvoir d'aller ressusciter ces morts. En tant que gouvernant, je vais proposer des mesures pour encadrer ces grèves-là. Alors, si le juge estime que l'encadrement est trop drastique, qu'il faut revenir, c'est déjà bien que le juge ait déjà encadré la question. Je crois qu'il y aura d'évolution, sans doute. Il y aura d'évolution sans doute, mais le citoyen ou les agents qui vont en grève doivent pouvoir savoir que c'est le citoyen qui paie les impôts et qu'il a besoin également de ces services. Nous disons, imaginez, quand le médecin va en grève, je suppose que lui-même, il tombe malade, il doit se faire servir dans une pharmacie et la pharmacie lui dit, je suis en grève, je ferme. Il a une panne avec son véhicule, le mécanicien dit, je suis en grève. Et l'autre, les enseignants. Nous payons d'impôts pour qu'on paie le salaire des enseignants. Et maintenant, on voit que l'enseignant reste à la maison et nous, on continue de travailler à payer l'impôt et que nos enfants qui doivent bénéficier de ces services publics sont à la maison. Ça frustre quand on est citoyen. Donc, j'estime que ce n'est pas, le droit de grève n'est pas venu pour empêcher le mieux-être du citoyen, mais pour permettre quand même à un citoyen de jouir du service public. Alors, vous êtes brillant étudiant de Diogbenou. Il y a eu d'autres. Vous êtes à la bonne école. Il y a d'autres étudiants de Joseph Diogbenou qui se sont prononcés, plus jeunes que vous. On va les écouter. C'est le fait qu'il ait compris très tôt qu'il fallait redonner un nouveau visage à la population carcérale qui devenait de plus en plus nombreuse et qui connaissait des conditions de vie absolument difficiles. Et face à cette situation, il fallait alors penser autrement la gestion de cette administration pénitentiaire. Sans doute, une agence a été créée à cet effet. Mais en dépit de tout ça, il reste quand même un grand avocat. Et moi, j'aimerais bien lui demander de valoriser ses compétences d'avocat. Je tiens en fait à notifier que si j'ai connu ou que j'ai eu pour une première fois à entendre parler du professeur ou de maître Diogbenou, c'est de son, disons, avec sa manière de trancher l'histoire de Amani Tidjani en son temps, parce que c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de connaître, c'est l'histoire qui l'a permis en fait de se classer dans le rang des grands avocats du Bénin. Donc aujourd'hui, si je vais apprécier son parcours, d'abord je vais dire qu'il est
l'un des avocats que je désire beaucoup. C'est un peu comme mon idole parce que c'est un monsieur, lorsqu'il prend la parole, on sent en fait qu'il est là. Et il est doté de déterminisme, d'un certain charisme qui le pousse à franchir en fait les frontières, nos frontières et à aller même à l'extérieur, à se prononcer sur des sujets donnés. Et pour cette raison, son passage au ministère lui a permis d'ailleurs de triompher, de porter la balle haute, parce que lui-même en personne, en la personne de Djogbénou Joseph, il nous a donné en tant que jeune de très bons exemples. L'effectif en termes de personnel judiciaire a connu une hausse. Un recrutement a été fait et certaines professions judiciaires qui étaient entre-temps fermées ou sur lesquelles il y avait un embargo ont été levées, d'où le recrutement de nouveaux huissiers avec de nouvelles charges, des notaires et bien d'autres. Sur le domaine de la législation, nous avons senti une production législative qui a ému plus d'un, avec de nombreux projets de loi soumis à l'Assemblée nationale. Et les plus patents qui nous ont marqués, c'est la loi sur le numérique, la loi sur le partenariat public-privé. Tout ça, c'est à son actif. Et nous lui reconnaissons quand même et aussi un courage et une audace qui a marqué plus d'un. C'est notamment les grosses cylindrées de la République qui sont aujourd'hui inquiétées parce qu'entre-temps, on remarquait aisément que le voleur de poulet pouvait facilement aller en prison au détriment de ceux qui pillent les ressources et les deniers publics. D'abord, j'aimerais mettre l'accent particulier sur l'hypothèse selon laquelle il est un professeur de droit. Particulièrement, sa matière, c'est l'introduction à l'étude du droit. Privatiste, il est. Et avocat compétent aussi, il est. Voilà, ces étudiants qui ont parlé, vous avez une réaction? Je veux dire, mais c'est des étudiants donc, qui parlent de leur professeur, c'est tellement qu'ils parlent de quoi, enfin, des expériences qu'ils ont connues avec le professeur Joseph Djogbénou. Et puis je dis bravo une fois encore Joseph Djogbénou, puisque c'est un plaisir donc, pour tout être humain d'entendre que vous êtes professeur et vous avez des étudiants donc, qui ont tel regard sur vous. Donc c'est avec plaisir. Je souhaite que d'autres personnes également puissent connaître le même bonheur que Joseph en étant enseignant des étudiants. Et je souhaite ça également à mon David Béanzin pour qu'il puisse également connaître ce parcours-là. Comme disait. Alors, on a parlé, ces étudiants ont parlé des conditions carcérales qui ont été améliorées au cours de son passage. Est-ce que vous avez la même impression? Non, est-ce que les conditions sont déjà améliorées? Non, je crois que Joseph est en train de mettre en place donc, les conditions pour que la vie carcérale soit tout autre que ce que nous observons aujourd'hui. Ce qui en est que, c'est vrai que si on prend simplement l'exemple de la prison civile de Cotonou ici, qui me semble-t-il, on m'a dit que pour ce qui est des statistiques, on a dit que c'est une prison qui est créée pour 500 ou bien 600 personnes. Aujourd'hui, on a près de plus de 3000 personnes à l'intérieur. Donc, vous voyez, de 600 à 3000 personnes. Donc, ce qui a amené donc, le gouvernement sur l'action, donc, sur la roulette de Joseph Djogbénou, qui a proposé qu'on puisse donc créer une agence. Parce que quand on a une agence à la côté d'une direction pénitentiaire qu'il y avait au niveau du ministère, une agence par rapport à sa structuration, c'est plus autonome. Donc, d'aller donc plus vite à l'action pour ne pas dire que s'il faut payer quelque chose, mais pour améliorer les conditions de vie qu'on appelle des prisonniers, qu'il faut attendre qu'il y ait un accord de ministre ou de directeur de cabinet, il faut aller au ministère. Alors que quand on a une agence rapidement, qu'on appelle une gestion autonome, les choses peuvent aller rapidement. Et on en a besoin dans nos prisons qui vraiment n'est pas souhaitable, même pour votre ennemi. Si vous venez arriver un jour donc, de faire un tour à la prison civile de Cotonou, pour les gens que je connais, là, si bien que moi, je n'aime même pas quand j'apprends qu'un ami ou bien quelqu'un proche se retrouve à la prison civile de Cotonou, je n'y vais pas. Je suis allé à la prison civile de Cotonou, c'est depuis 3 décembre 2006. Il me semble qu'il y avait un confrère qui avait été arrêté. Depuis lors, je ne suis plus allé parce que chaque fois que je vais à la prison civile de Cotonou, là, je rentre à la maison totalement dévasté. Et je passe pratiquement une semaine avec un sommeil troublé. Parce que ce que je vois là-bas, là, non, ce n'est pas bien pour un être humain. Alors, je vais vous poser une autre question. L'indépendance de la justice, l'a-t-il garantie? L'indépendance de la justice. Quand il n'y a pas indépendance de la justice, il y a quoi? Il y a émission de l'exécutif dans les procédures judiciaires. Alors, on a vu un communiqué de l'UNAMAB qui l'a accusé d'une volonté de vassalisation
de la justice. C'est ça, je dis, dans la démocratie, chacun joue son rôle et chacun a son appréhension de la chose. Je ne vante pas les qualités de l'homme. Je ne dis pas qu'il est un extraterrestre. Mais quand on arrive à... Quand on lit parfois l'UNAMAB qui semble faire croire à la population que cet éminent avec ce parcours ne maîtrise plus rien de la loi ou du droit, moi, ça me fait marrer. Quand même, après, quand ils vont partir pour des renforcements de capacité, je trouve qu'ils seraient parmi les formateurs. C'est comme à un politique burkinabé, on lui demande, il dit, si les élections présidentielles étaient un concours, je n'irais pas composer. Et on lui dit pourquoi, il dit si je compose, qui va corriger les copies. Donc, moi, ça me cœure un peu. Mais je trouve que les procédures judiciaires ont été conduites sans l'émission du garde des Sceaux. Et vous avez vu, il y a eu des affaires où les gens attendaient que soit le chef de l'État intervienne, soit le garde des Sceaux puisse intervenir. Mais non, souvenez-vous de l'affaire Adjavon dans ce pays. On a attendu que le président de la République intervienne, mais rien. D'autres affaires sont venues. Mais pourquoi on veut clamer qu'il n'y a pas indépendance de la justice? Moi, sincèrement, je voudrais embrayer sur cette question pour vous dire que quoi. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, en matière de justice, là, le magistrat n'a qu'un chef, si je peux ainsi dire, c'est la loi. Le magistrat n'a d'allégeance qu'à faire la loi. Alors, si un magistrat, sachant que dans sa posture de magistrat, il n'a d'allégeance qu'à la loi, il se laisse donc intimider par la chancellerie. Mais je dis, mais écoutez, la faute est à qui? Est-ce à la chancellerie ou bien au magistrat? Parce que c'est quoi? Au niveau d'un tribunal, nous avons donc les paquetistes, les magistrats du paquet, et puis donc, qu'on appelle les juges de siège. Oui. Donc, ceux donc, qui sont au niveau du tribunal. Donc, il n'y a que donc, les paquetistes donc, qui reçoivent ou qui peuvent recevoir des instructions de la chancellerie. Encore que, mais quand il y a une instruction que tu trouves que ce n'est pas bien par rapport à la loi, à qui tu as allégeance, donc il est de ton droit de demander à ton supérieur hiérarchique de m'écrire, n'est-ce pas? Et pour que demain tu puisses donc te défendre. Est-ce que vous voyez? Alors, si donc le garde des Sceaux donne des instructions et que le magistrat paquetiste ou bien magistrat de siège trouve que mais, par rapport à la loi, ce qui me demande n'est pas faisable, mais il lui revient, lui, donc, de prendre ses responsabilités. Donc, de demander au garde des Sceaux, écris-moi pour que demain, il puisse me défendre. Alors, si le magistrat, de mon point de vue, se laisse faire, là, mais il ne faut pas, de mon point de vue, ce n'est pas après coup qu'il faut venir clamer qu'il y a une mission. Mais il y a une mission, mais pas le fait de qui. Mais l'autre, il est exécutif, on le disait tantôt, il veut atteindre un objectif. Il peut donc, dans ta tentative d'atteindre ce objectif, donc poser des dates qui ne sont pas plus ou moins orthodoxes, mais il te remet, toi, le professionnel, de lui dire non, je ne peux pas le faire. Mais si tu ne le dis pas, je ne peux pas le faire. De complaisance des magistrats. Mais je me dis, mais si tu as qu'il y a une mission là, il y a complicité quelque part. Donc il faut voir donc le foin dans ton œil et non de le voir dans l'œil de l'autre. C'est comme ça moi je vois la chose. Et on parlait aussi, et justement, si on parle d'immixtion, c'est justement parce qu'il y a eu ces affaires, ces nombreuses affaires inscrites dans la lutte contre l'impunité. Et c'est également dans ce dossier qu'on a vu également au cœur de ces, on l'a vu également au cœur de ces dossiers carrément intervenir et chaque mercredi, carrément, il y a des annonces. Justement parce que chaque mercredi, où le garde des Sceaux donc, était donc la personne du gouvernement, enfin, au sein du gouvernement, donc, a venu porter donc, ce qui a été le message du gouvernement. De mon point de vue, il ne jouait que son rôle. Puisque justement, ce sont donc, des confrères donc, qui lui posaient des questions par rapport à ça. Et vous connaissez le monsieur qui, à aucune question, Joseph ne détourne. Il donne son point de vue par rapport à la question. Et une fois encore, de mon point de vue, quand il donne ses réponses à ces questions-là, pour moi, ce n'est pas une émission dans les affaires de la justice. Et je dis une fois encore, si la justice se laisse faire, il faudrait que la justice donc, puisse donc voir l'état d'ordre devant sa déventure et non à la déventure du garde des Sceaux. C'est comme ça que moi je vois la chose. Voilà. La lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité. Quand on sait lire ou quand on lit l'actualité politique en Afrique,
On a un pays très proche de nous qui est cité aujourd'hui en exemple. C'est vrai que la démarche n'était pas meilleure, mais ils ont réussi quand même à régler cette question. Mais nous avons voulu faire de cette lutte contre l'impunité d'une lutte démocratique, d'une lutte commanditée par les lois. Alors, quand vous avez dirigé la chose publique, quand vous avez géré la chose publique, et qu'il y a des fautes qu'on vous reproche, vous devez être en même de pointer votre poitrine pour l'assumer. Et cette question, je crois que c'est une question personnellement qui me cherche, la responsabilité politique et pénale du gouvernement. Cette responsabilité, il faudrait l'assumer. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on pourrait amorcer réellement le développement. Personnellement, je dis, dans le développement d'un État, ou ce qu'on a l'habitude de voir au Bénin, le citoyen prend tout son temps à demander à l'État. Mais ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que j'apporte à l'État. Alors si je suis gouvernant, je suis venu accompagner l'État, je suis venu servir l'État. À partir de cet instant, je dois pouvoir savoir qu'avec la chose publique, on fait beaucoup attention. Alors, ceux qui sont... Et cette lutte, vous voyez, ce n'est pas... Quand les gens disent que c'est une lutte sélective, moi, je ne veux pas citer des noms, mais il y a eu des très proches du régime à qui on a reproché, qui sont interpellés. Mais pourquoi nous voulons croire que c'est une lutte sélective? Encore que par le passé, quand tu questionnes un citoyen béninois, il va te dire, tu parles des politiques, il va te dire, ceux-là, c'est des voleurs. Mais maintenant qu'on décide d'arrêter les voleurs, on pense qu'il y a un problème. Quand est-ce que nous voulons aller au développement? Vous savez, il y a aujourd'hui la police républicaine, ça a circulé sur les réseaux sociaux, où un Indo-Pakistanais a été, un policier a dit qu'il a une tentative de corruption. Est-ce qu'avant, un policier faisait ça? Pas du tout. Mais aujourd'hui, quand tu veux donner de l'argent à un policier, il réfléchit comment il dit. Est-ce que c'est un agent envoyé? Est-ce que c'est ils sont envoyés pour me piéger? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est consommable? Tout à fait. On doit aller à ça. Absolument. On doit aller à ça. Absolument. Et pour moi, chaque citoyen, la responsabilité citoyenne dans ce débat, dans cette démarche, c'est que nous devons commencer par nous dire qu'est-ce que nous apportons à notre État. Et vous savez, la question de la corruption, c'est écœurant. Quand vous allez dans les milieux les plus reculés de notre pays, et vous imaginez qu'il n'y a pas d'eau, et vous imaginez, vous voyez à côté, il y en a parmi nous là, qui prennent de la geste avec nos fonds publics. Alors qu'avec le peu là, on pourrait donc donner de l'eau. Quand vous voyez la santé à nos compatriotes, des élèves parcourir des kilomètres avant de trouver l'eau, avant de trouver des salles de classe, quand vous voyez en saison pluvieuse qu'il y ait inondation des salles de classe, je ne pense pas que ces images font la fierté de notre pays. Il faut régler cela. Aujourd'hui, la lutte contre l'impunité, mais moi j'en suis fier. Quand des directeurs d'école, avec des sacs de riz, vous pensez, on va dire, ce n'est qu'un sac de riz. Mais ça, c'est quelle appréhension qu'on a de la chose. Ce n'est qu'un sac de riz. Mais pendant que le directeur d'école prenait ce sac de riz, vous imaginez le nombre d'élèves, d'enfants qui sont affamés. Mais c'est là, c'est à ce niveau qu'il faut voir le mal. Et je trouve que le régime en place est venu simplement en cette matière appliquer la loi sur la corruption qui existait déjà. Et il faut les encourager à aller jusqu'au bout. De telle sorte que, en 2021, quand tu dis à quelqu'un, ça là, c'est public, va prendre, il va dire la chose publique est publique. Si aujourd'hui les gens en viennent à avoir un discours un peu dur par rapport à la lutte contre la corruption, c'est parce que ces 10 dernières années-là, on a constaté que même la Constitution a pris même des décisions et donc a dit qu'il y a certains parmi nous qui se sont mal comportés par rapport à nos ressources, mal comportés par rapport à des concours, et dans le même temps, là, on a pris ces personnes, on les a promues ailleurs. Et si bien que les Béninois trouvent que non, mais quand la personne est fautive, là,
Non, il faut oublier ça, il faut aller, il faut aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Si vous êtes, reconnu coupable, on vous dit, allez répondre de la faute qu'on vous reproche. N'est-ce pas une bonne chose, ça? Vous me posez la question. Je vais vous appeler à écouter rapidement les deux collaborateurs du ministre Diogbénou au ministère de la Justice. On va écouter. Sur le plan personnel, je peux dire que c'est un homme fidèle. En amitié, il est très très fidèle. Il ne déçoit pas. C'est un homme très sensible. Quand on lui parle, quand on lui dit quelque chose, il prend en compte. Tout ce qu'on lui dit, il prend en compte, il prend du recul, il analyse. Et puis après, il agit. Donc c'est quelqu'un qui est très très fidèle. Il ne déçoit pas, il ne laisse pas de côté ses amis ou ses connaissances. Du côté professionnel et politique, ce que je puis vous dire, tout d'abord, vous savez bien, c'est un professeur agrégé. Il n'est pas agrégé pour rien. Il est agrégé parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est un bosseur. Il est très très bon. Il n'aime pas perdre. Il n'aime vraiment pas perdre. C'est un très bon orateur, c'est un tribun. Depuis 2016, on a commencé la collaboration avec le professeur Diogbénou, qui était nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Et en tant que directrice de l'administration pénitentiaire de la protection des droits humains, on a compris que c'était un homme très travailleur. Quand vous allez le voir, et même au-delà de l'heure réglementaire, il était toujours là. Il avait plein de dossiers et il s'y mettait réellement. Il n'avait pas de temps. Parfois à des heures vraiment indues, et il attendait toujours de recevoir et ses collaborateurs et d'autres personnes qu'il attendait pour quelque audience que ce soit. Je retiens d'abord de l'homme qu'il est très travailleur. Je me demande, moi personnellement, s'il a une vie de famille. Ce que j'attends de lui, je l'attends comme il a déjà fait au ministère de la Justice. J'attends de lui qu'il rende les décisions les plus justes par rapport à la Constitution. Vous savez bien, il n'est pas constitutionnaliste, mais quand même, il va l'apprendre très très rapidement. Vous-même, vous allez voir, il va rendre les décisions les plus justes, il va travailler avec brio. D'ailleurs, je l'envie, nous l'envions tous, parce que quand il parle, on est fier d'être à côté de lui. On est vraiment fier. Je suis fier d'être à côté de lui. C'est un très bon homme. C'est un homme brio. Et j'aspire à être comme lui. Mais c'était un homme toujours pressé dans toutes ses décisions. C'était un homme, si vous ne le suivez pas, vous restez à la traîne. C'est ce que je retiens de l'homme. Et moi, je loue sa bravoure dans les réformes. Parce que quand vous êtes l'homme ou une femme de réforme, forcément, vous n'êtes pas apprécié. Et lui, il a reçu beaucoup de coups en étant l'homme de première garde, en étant l'homme des réformes. C'est l'homme qu'il faut, de toute façon. Il a un très bon parcours, un parcours qui plaît, un parcours qui sidère tout simplement. On lui souhaite d'être le président de la prochaine Cour constitutionnelle. Il en a l'étoffe, il en a les moyens, les capacités et tout. Donc, on lui souhaite cela. Et puis, nous, on a, en tout cas, moi personnellement, je suis sûre qu'il ne décevra pas la République du Bénin dans ses sages, dans sa nouvelle mission, la mission que lui a confiée la République. Voilà, on a bien trouvé la transition. Il s'en va à la Cour constitutionnelle et ses collaborateurs souhaitent qu'il soit président de la Cour constitutionnelle. C'est votre souhait aussi? Mais moi, je n'ai pas de souhait à émettre. Moi, je m'attends plutôt je voudrais peut-être dire à M. Diogbénou, si son dessein s'accomplissait et qu'il devenait président donc, de la Cour constitutionnelle, il faudrait qu'à travers sa pratique à la Cour constitutionnelle, donc, il puisse donc donner raison à ceux qui pensent que donc il a l'étoffe donc pour pouvoir donc assumer ce job-là et qui mettent à défaut donc des personnes qui ont un peu de réticence par rapport donc à sa désignation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Joseph Diogbénou, alors qu'on attendait qu'il soit désigné par le chef d'État, c'est le bureau de l'Assemblée qui l'a désigné, alors qu'il est garde des Sceaux. Donc les gens ont des appréhensions comme quoi le pouvoir, ou j'allais dire le chef du pouvoir
actuel donc, va pouvoir donc avoir même base sur la Cour constitutionnelle. Je crois, je dirais à Joseph Diogbenou, comme l'avait dit le président Robert Badinter du Conseil constitutionnel français, vous m'avez élu, je suis à la fonction, aujourd'hui je ne vous reconnais plus. Il va falloir donc que Joseph Diogbenou puisse donc en faire tirer donc ça appelle, disons, son credo dans cette brevière, et que donc qu'il ne soit pas redevable de qui que ce soit, parce que désormais il est un juge, et un juge, comme on le dit, son rôle, ce n'est pas de prendre parti, mais de dire ce qui est. Et par rapport à son rôle, à sa fonction de juge, c'est par rapport à la loi. Donc il faudrait que la loi soit son fétiche, et qu'il ne doit allégeance qu'à la loi. Et donc ne pas faire donc le jeu de qui que ce soit, mais de faire le jeu de la République. Qu'espérez-vous de Joseph Diogbenou, sage, juge constitutionnel? Pas seulement de Joseph Diogbenou, juge constitutionnel, mais toute la Cour, donc les 7 conseillers désignés. Je dirais d'abord, quand on me pose cette question, je les félicite. Parce que quand on prend l'architecture institutionnelle de notre pays, la Cour joue un rôle pionnier. La Cour est à une place où, quand on se pose la question, sans la Cour, qu'aurait été la démocratie béninoise? Et donc, la Cour a joué un rôle de prépondérant, et ça a été même l'objet d'un colloque le week-end dernier à Côte des Tulipes. Et donc, la Cour a joué un rôle très capital. À partir de ce postulat, je voudrais rassurer que la mission ou la tâche serait bien accomplie. Pour convaincre, rassurer, hein? Oui, je rassure. Pour convaincre, est-ce que les modalités ou les mécanismes de choix des conseillers de 90 à aujourd'hui, est-ce que le mécanisme a changé? Est-ce que les différents présidents ont été à la solde de ceux qui les ont envoyés? Quand nous allons nous poser cette question, on va voir que parfois ça va en dents-de-scie. Mais la constance, c'est que le droit est dit. Pour l'intérêt supérieur ou dans l'intérêt supérieur de la République. Et même s'il n'est pas constitutionnaliste, la Cour a un secrétariat. Elle a une direction des services juridiques qui fait un travail en amont. Et donc, j'ai la certitude que la prochaine Cour agira dans la continuité, mais dans une continuité améliorée. Merci beaucoup. On est arrivé à thème. On parlera de sa succession. Vous avez des pronostics à faire? De sa succession? Oui. Qui pour le rencontrer, pour le remplacer? Je ne suis pas le chef de l'exécutif. Il revient donc, comme l'a dit la loi fondamentale, au chef de l'exécutif, donc le président Patrice de Désir. Vous voyez un nom? Moi, je n'ai pas de nom, mais je demanderai au chef de l'État de faire un bon casting. Merci. Le grand débat de ce jour, c'est fini. Chers invités, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir effectué le déplacement. Mesdames et messieurs, merci. Merci de votre attention, mesdames et messieurs.